Chers camarades, militants de Génération Un Peuple Solidaire, peuple ivoirien, peuples africains, amis du monde entier, du combat de GPS et de son leader, son Excellence, Monsieur le Président Guillaume Kibafori Soro, j'ai l'honneur, à la demande de plusieurs de mes camarades, de présenter une réflexion ayant pour but d'ouvrir des perspectives générales de débat sur l'idéologie de Génération et Peuple Solidaire. Cette réflexion, je voudrais la présenter en 3 moments. Dans un premier moment, je vais parler de la notion d'idéologie en général, de telle façon que ceux qui auront écouté la présente conférence partagent avec moi un minimum de prérequis communs. Bon, alors ces prérequis, tout le monde peut déjà les avoir par sa propre culture générale ou politique, ou ne pas les avoir, ce n'est pas grave. Je m'efforcerai de restituer la notion d'idéologie de la manière la plus simple possible afin que nous soyons capables de l'utiliser librement, mais aussi de façon critique. Car en fait, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de mot humain qui ne comporte pas des inconvénients. Tous les mots comportent des avantages et des inconvénients. Il en est de même du mot idéologie. Dans la deuxième partie de cette conférence, mes chers camarades, je vais évoquer les textes de référence de l'idéologie du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Qu'est-ce que je considère comme les textes de référence? Je parlerai de 3 catégories de textes, les textes fondateurs, les textes statutaires et enfin la 3e catégorie, ce que j'appelle les textes herméneutiques. Les textes herméneutiques. 3 catégories de textes. Et on verra dans la 2e partie de cette conférence que quand nous parlons de l'idéologie de GPS, en nous inspirant de l'une ou l'autre de ces 3 catégories de textes, la pertinence de notre discours, en tout cas sa validité, n'est pas la même. Enfin, dans la dernière partie de mon exposé, j'essaierai de présenter la manière dont je mets en ordre tout ce que j'apprends en lisant les textes fondateurs, les textes statutaires et les textes herméneutiques. Donc, j'essaierai de vous restituer ma compréhension de l'idéologie de notre mouvement, mais ma compréhension à moi. Il ne faut pas qu'elle soit interprétée comme étant la parole générale du mouvement, puisque je ne suis qu'un cadre du mouvement. Je suis certes chargé de la formation et des livres, mais je ne possède pas la vérité. Et quand on parle d'idéologie, il faut toujours se méfier de ce qu'on va dire en disant très bien, c'est un point de vue sur nos textes fondateurs, nos textes statutaires et nos textes herméneutiques. C'est un point de vue. Ce qui devrait faciliter la dernière partie de notre soirée, à savoir l'échange de questions et de réponses avec vous. Vous pourrez toujours, lors de cet échange, faire même des apports. Car cette question idéologique est notre responsabilité collective. Si c'est notre idéologie qui est le débat, si c'est notre idéologie que nous cherchons, mais il faut bien que chacun d'entre nous en pense quelque chose, en dise quelque chose et en fasse quelque chose. Donc, quelque part, l'idéologie de Génération Un Peuple Solidaire sera quelque chose qui naîtra de la rencontre des points de vue sur cette idéologie et de leur fécondation mutuelle. C'est ainsi que nous serons en capacité d'éclairer efficacement nos camarades militants, le peuple ivoirien, l'Afrique et le monde. En partant du principe que grâce à la diversité des points de vue sur notre propre idéologie, de la part de nos propres cadres, nous sommes prédisposés au débat, puisqu'il n'y aura pas une position dont nous n'aurons pas entendu parler dans notre propre débat interne. Donc, sentez-vous libre dans la partie échange, questions-réponses, vraiment de dire du fond du cœur ce que vous aviez compris de l'idéologie de notre mouvement. Voilà le plan que je vais suivre. Et alors, sans plus tarder, la première partie. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Alors, en fait, le mot idéologie est un mot français tout à fait récent, mais il a été constitué de 2 mots grecs. Il y a d'abord le mot grec idéa, qui veut dire idée. Idéa s'écrit I-D-E-A, quand on transcrit simplement le grec. Et il y a le mot grec logos, qui veut dire discours. Donc, si on pouvait partir de l'étymologie, c'est-à-dire de l'origine du mot idéologie, pour faire une définition, ce serait simple, l'idéologie, c'est le discours sur les idées.
Mais il faut bien peut-être creuser un peu ici le mot idée. Nous autres philosophes, on n'aime pas utiliser des mots comme ça sans les définir. Qu'est-ce que c'est qu'une idée? Une idée est une représentation mentale qui nous permet de voir le monde d'une certaine façon. Ça vient, cette notion d'idée, du grec eidos, qui veut dire vision. Alors, eidos renvoie au idéine renvoie à l'idée de voir. Donc, une idée, c'est quelque chose que nous pensons, pour ainsi dire, dans notre tête ou dans notre esprit, mais qui nous permet de voir le monde d'une certaine façon. Donc l'idée, c'est en fait une image que nous avons de la réalité, et cette image va déterminer notre perception de la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que le logos? Le logos, chez les Grecs, signifie le discours, la parole. C'est la capacité que nous avons à dire quelque chose, à exprimer notre pensée. Tout être humain est doué de parole, il est doué de logos, au sens où il a en lui la capacité de dire quelque chose à quelqu'un. C'est ça le logos. Le logos, c'est le verbe, l'inspiration. Ce qui fait que, même quand nous nous taisons, ça parle encore en nous. Donc, on a distingué deux sens. Un qui est positif et un qui est négatif du mot idéologie. Il faut se méfier de ce mot-là parce qu'on peut l'utiliser en bien comme en mal. On peut l'utiliser dans un sens qui valorise, comme on peut l'utiliser dans un sens qui dévalorise. Quand il a été créé, on l'a créé pour définir ou pour nommer la science des idées. La science des idées, des concepts en relation avec les signes. Et l'histoire de cette affaire-là est très intéressante parce que celui qui a créé le mot idéologie, j'ai retrouvé son nom et la date à laquelle il a effectué cette création. J'ai pu retrouver son nom et la date à laquelle il a pu effectuer cette création. Vous pouvez avec certitude absolue noter que le mot idéologie, le concept d'idéologie, a été créé par Destutt de Tracy, D-E-S-T-U-2-T, séparé de Tracy, Tracy T-R-A-C-Y, le 20 juin 1796, lors d'un exposé qu'il donnait devant l'Institut national en France. Et ce mot figure dans la deuxième partie de son ouvrage intitulé « Mémoire sur la faculté de penser ». Quand il créait ce mot, il entendait par l'idéologie la science nouvelle des idées, celle qui permettrait d'expliquer les idées à partir du fonctionnement physiologique, à partir du fonctionnement même biologique de l'être humain. Il voulait expliquer comment les idées naissent dans le cerveau de l'être humain, comment l'être humain se met à penser. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe en particulier dans notre cerveau quand nous pensons? Donc en fait, lui, il voulait d'une certaine façon rendre compte des idées à partir d'une perspective biologique, d'une perspective naturelle. Il voulait montrer comment le corps humain produit ces choses-là qu'on appelle des idées, c'est-à-dire des représentations. Et c'est pour cela qu'il a donné comme définition à l'idéologie la notion de science des idées. C'était exactement le 20 juin 1796. Quand j'ai voulu creuser cette notion d'idéologie, je suis tombé sur un article très intéressant et très synthétique d'un chercheur ici en France. Ce chercheur a fait vraiment un travail remarquable sur la notion d'idéologie. Il s'appelle, je vous donne son nom, Pierre Macheret. Pierre Macheret, M-A-C-H-E-R-E-Y. Pierre Macheret a écrit un article intitulé « Idéologie ». Le mot, l'idée, la chose. C'est le titre de l'article publié dans la revue Méthodos, le 11 avril 2008. Alors, ce qui est très intéressant dans l'article de Pierre Macheret, c'est qu'il montre comment le mot idéologie, qui à la base signifiait une science qui décrit la manière de la formation de la pensée, ce mot va être détourné par deux personnages historiques très importants qui vont lui donner un sens négatif. Le premier à détourner ce mot de son sens, on va dire, positif, c'est Napoléon. Quand Napoléon prend le pouvoir en France contre la Révolution française, les idéologues, c'est-à-dire les membres de l'école de Destutt, de Tracy et de Cabanis, qui s'efforçaient d'expliquer comment les idées naissent dans la tête, dans le cerveau des gens, en utilisant une méthode un peu expérimentale, eh bien, Napoléon va se méfier d'eux. Il va les traquer. Il va considérer que ce sont des conspirateurs, que ce sont des gens qui mettent des idées
subversif dans la tête des Français. Et il va dire que l'idéologie est une escroquerie intellectuelle élaborée par des milieux relativement cultivés pour détourner les masses. Et il est le premier à détourner le concept d'idéologie de sa définition originelle, science des idées, Napoléon. Parce que bien sûr, il avait décidé d'instaurer une dictature. Par conséquent, il ne supportait pas les intellectuels et surtout le groupe des idéologues qui, autour de Destutt de Tracy et Pierre Cabanis, continuaient à penser qu'on pouvait expliquer les idées, mais de manière scientifique et universelle. Le deuxième à tordre le concept d'idéologie historiquement, c'est Karl Marx. Karl Marx et son ami Friedrich Engels écrivent en 1845 un ouvrage intitulé « L'idéologie allemande ». Bon, dans ce livre-là, en fait, Karl Marx règle des comptes avec ses contemporains, un groupe de philosophes qu'on appelait les hegeliens de gauche. C'était des philosophes qui pensaient qu'il suffit de penser quelque chose et de le faire penser à quelqu'un d'autre pour changer sa vie. Donc des philosophes qui, selon Karl Marx, croyaient qu'on pouvait faire la révolution simplement dans les idées, dans la tête des gens. Or, Marx disait que pour que la révolution ait lieu, il faut que les idées sortent de notre tête, passent par notre bouche, entrent dans la tête des autres et les amènent à agir. Il faut que la révolution, se transforme en une pratique. Il faut que la révolution devienne praxis. Or, la praxis, c'est la mise en pratique des idées. Or, Marx pensait que les hegeliens de gauche, c'est-à-dire ceux qui estimaient que les idées avaient un tel pouvoir qu'elles pouvaient transformer directement les êtres humains, il estimait que c'était des gens coupés de la réalité, que c'était des gens qui ne savaient pas qu'il fallait organiser la lutte syndicale, la lutte ouvrière, la lutte paysanne, la lutte révolutionnaire communiste. Il fallait en réalité renverser physiquement, matériellement l'ordre régnant pour instaurer la société sans classe. Donc Marx, lui aussi, quand il écrit l'idéologie allemande avec son ami Friedrich Engels, pense que le mot idéologie est fait pour désigner les escrocs intellectuels qui essayent de penser que rien que par la pensée, ils peuvent changer la réalité. Mais Marx, par la suite, avec Engels, notamment quand il va commencer à écrire son grand livre, Le Capital, va légèrement changer d'avis. Et il va reconnaître qu'il n'y a pas une seule définition de l'idéologie. On doit s'entendre pour dire que l'idéologie est finalement la manière de penser. L'idéologie est finalement la manière de penser, d'un groupe d'êtres humains qui ont les mêmes intérêts et qui veulent les défendre dans la cité. Ce groupe d'êtres humains, consciemment ou inconsciemment, va élaborer un système de valeurs, un système d'idées, un système d'images, va élaborer un système d'action et de justification d'action qui lui est propre. On appelle cela une idéologie. Donc Marx va reconnaître qu'il n'y a pas une idéologie, mais plusieurs. D'ailleurs, il reconnaîtra qu'il y en a deux. Dans toute société, au moins, il y en a deux. L'idéologie dominante et l'idéologie ou les idéologies dominées. En tout cas, il y en a souvent une qui domine et il y a plusieurs qui résistent et essayent d'accéder à la domination. Alors, pourquoi je vous fais ce large détour par la théorie de l'idéologie? En partant de Destutt de Tracy, en passant par Marx et Engels, pour venir finalement au dernier Marx et à la reconnaissance de la légitimité du concept d'idéologie. C'est pour dire que quand nous, générations et peuples solidaires, nous nous posons la question de savoir quelle est notre idéologie, il faut savoir dans quel contexte nous nous posons cette question. Est-ce que nous, GPS, nous sommes l'idéologie dominante ou est-ce que nous, GPS, nous sommes une idéologie dominée? Autrement dit, l'écrasante majorité des Ivoiriens est-elle conquise à notre projet de société, à notre vision du changement? Est-elle conquise aux idées de notre leader et de notre mouvement? Ou avons-nous encore à la conquérir? Objectivement, si nous sommes aujourd'hui encore dans l'opposition, si nous sommes aujourd'hui persécutés, si nous sommes aujourd'hui marginalisés, si nous sommes aujourd'hui ostracisés avec nos camarades qui, d'année en année, de mois en mois, sont jetés en prison, c'est parce que nous sommes un mouvement dont l'idéologie est pour le moment concrètement dominée. Alors ça, c'est la première conclusion que je voudrais donner. Nous sommes une idéologie dominée et nous aspirons à devenir, en Côte d'Ivoire, une idéologie dominante. C'est-à-dire que nous aspirons à amener le peuple ivoirien et tous les peuples africains amis à rejoindre notre vision et à changer la réalité ivoirienne avec nous.
Donc, quelque part, nous avons hérité de la distinction que Karl Marx a établie entre l'idéologie dominante et l'idéologie dominée. Nous prenons acte du fait que maintenant, en 2023, nous sommes dominés, mais nous nous battons pour que la roue de l'histoire tourne en notre faveur et pour que ceux qui nous dominent aujourd'hui soient idéologiquement dominés demain. Car s'ils tiennent l'armée, s'ils tiennent la police, s'ils tiennent la gendarmerie, s'ils réussissent à faire fonctionner, malgré tout ce que nous dénonçons, eh bien, leur régime et l'État de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, tel qu'ils l'entendent, c'est bien parce que nos idées ne se sont pas encore complètement emparées des masses pour se transformer en une force différente et nous donner la victoire. Nous sommes donc réunis ici pour travailler à rendre notre idéologie dominante, parce que nous estimons qu'elle est meilleure que l'idéologie dominante actuelle. Mais il nous faut prendre acte du fait que c'est parce que nous ne contrôlons pas encore les idées, nous ne contrôlons pas encore les pensées, que nous ne sommes pas encore les maîtres à penser de la Côte d'Ivoire et peut-être plus largement de l'Afrique, que nous sommes encore dominés en Afrique, en Côte d'Ivoire et peut-être plus largement dans le monde. Voilà mes conclusions pour la première partie. Je crois qu'on a suffisamment ici compris ce que c'est que la notion d'idéologie. C'est le système de pensée propre à un groupe et ayant pour but de justifier ses intérêts, de défendre ses intérêts, d'expliquer sa vision du monde et de la faire triompher dans la société. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, je passe au deuxième moment de mon exposé. Je suis à la 16e minute. J'ai prévu de ne pas faire plus de 15 minutes par moment. Je passe au deuxième moment de mon exposé. Je voudrais parler donc en particulier de l'idéologie de Génération et Peuple Solidaire. Est-ce que Génération et Peuple Solidaire a une idéologie? Je réponds par l'affirmative. Génération et Peuple Solidaire a une idéologie. Mais l'unification de cette idéologie est encore à l'œuvre. Nous sommes en train de travailler, notre commission même a pour fonction d'aider à l'unification, à la mise en cohérence de toutes les versions de notre idéologie. Notre commission a vocation à produire la cohérence idéologique de notre mouvement. Alors, sur quelle base pouvons-nous parler d'une idéologie de Génération et Peuple Solidaire? Je dis qu'il y a 3 catégories de textes que je vais citer. Les textes fondateurs, les textes statutaires, les textes fondateurs, les textes statutaires et les textes herméneutiques. J'entends par texte fondateur exactement les textes qui ont précédé la création de Génération et Peuple Solidaire, c'est-à-dire le texte fondateur du comité politique. Car si nous nous en souvenons bien, le 15 février 2019, lorsque le comité politique est lancé, le président Guillaume Kibafori Soro parle d'une offre politique en 4 points que je vais citer. Quand nous parlons des textes statutaires de notre idéologie, il s'agit des statuts de Génération et Peuple Solidaire et dans la version que j'en ai, les articles 3, 4 et 5 de nos statuts, ceux qui portent sur l'objet de notre mouvement, les principes d'action de notre mouvement et les moyens d'action de notre mouvement. Je pense qu'on trouve dans ces 3 articles décisifs de nos statuts, eh bien, de la nourriture pour penser notre idéologie. Quand on parle de textes eh bien, qui permettent de penser l'idéologie de GPS, il y a une 3e catégorie, ce que j'appelle les textes herméneutiques. Et pour moi, les textes herméneutiques, ce sont les œuvres des écrivains de Génération et Peuple Solidaire, et en commençant par les œuvres du président de notre mouvement, notre leader Guillaume Kibafori Soro lui-même. J'ai esquissé une liste, mais elle n'est pas exhaustive, et qu'il me soit pardonné d'oublier certains noms et certains titres, mais je parle ici de ce que j'ai lu et de ce que je possède dans ma bibliothèque. Donc j'ai lu et je possède « Pourquoi je suis devenu un rebelle » de Guillaume Kibafori Soro, publié chez Paris Hachette en 2005. J'ai lu et je possède du professeur Samba Diakité, le cas Guillaume Soro, qui date de 2017. J'ai lu et je possède La Craie et la Kalachnikov du professeur Traoré Mamadou. Je le possède depuis très longtemps, ce livre-là. J'ai lu et je possède, d'ailleurs je suis l'un des préfaciers, je pense, du livre de Laurès Attiladé,
qui est d'ailleurs ici présent, Guillaume Soro, l'homme. Il a écrit un deuxième livre. Guillaume Soro, l'homme, il a écrit en 2019. Il a écrit un deuxième livre. La Côte d'Ivoire post-crise sous Alassane Ouattara, mais il y évoque Guillaume Soro. Je suis lecteur et possesseur donc d'un livre de quelqu'un qui s'appelle Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo a écrit Soro, un destin pour la Côte d'Ivoire aux éditions Eten en 2019. Personnellement, j'ai écrit Phénoménal Guillaume Soro en 2017. L'incarnation ivoirienne d'une génération africaine. J'ai écrit Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire en 2019. J'ai écrit La terrible razzia des Ouattara et le leadership résistant de Guillaume Kibafori Soro en 2021. Alors, cette short list d'ouvrages que j'ai lus sur les herméneutes, les interprètes de la pensée GKS et de la pensée GPS, je la mettrai une fois de plus sous forme de fichier après cette conférence sur la page, pour ceux qui voudraient s'en inspirer pour compléter ou constituer une bibliothèque. Mais je reviens maintenant à ceux des textes vraiment que je vais d'abord commenter. Ce sont les textes fondateurs, notamment le texte fondateur du comité politique. Qu'il me soit permis de vous lire un extrait du texte fondateur du comité politique, celui dans lequel notre idéologie l'idéologie de notre mouvement est vraiment clairement évoquée. C'est dans la déclaration du comité politique, celle qui a été publiée à Katiola, si je ne m'abuse. Elle a été publiée à Katiola au mois de mai 2019. Je crois que j'ai la date ici. J'ai la date pas très loin. Je fais remonter le document. Je vous mettrai aussi ce document de la déclaration de Katiola à votre disposition sur la page. Oui, c'était la déclaration de Katiola le 10 mai 2019. Le 10 mai 2019. Alors, je lis un extrait dans lequel la vision de Génération et Peuple Solidaire est anticipée, puisque c'est le comité politique qui a créé GPS. Voici ce qui est écrit. Mais vous demanderez sûrement en quoi consiste l'offre politique du comité politique. Elle renvoie à 4 idées fondamentales nées de l'écoute patiente des Ivoiriens par notre organisation et inspirées de l'expérience politique des choses de l'État chez le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro. Premier tiret. Doter définitivement la Côte d'Ivoire d'un État de droit moderne, exemplaire, consacrant l'indépendance de la justice et l'égalité de toutes les personnes physiques et morales face à la loi en Côte d'Ivoire. Faire par conséquent de la démocratie ivoirienne une référence positive indiscutable dans le monde. Deuxième tiret. Réaliser le développement intégral et harmonieux de la Côte d'Ivoire par la méthode du développement endocentré et écologique, qui consistera à comprendre par l'écoute des Ivoiriens la nature profonde de leurs problèmes réels. Élaborer par la démocratie participative les solutions aux problèmes ivoiriens avec les Ivoiriens eux-mêmes. Troisième tiret. Bâtir une socio-économie pragmatique de champions nationaux et internationaux ivoiriens en tout domaine, afin de trouver une réponse ivoirienne durable à la persistance du chômage de masse, de l'inadéquation formation-emploi, de la faiblesse de la recherche de pointe, de la faiblesse de l'industrialisation, de l'insuffisante diversification de l'économie, du difficile accès des entrepreneurs nationaux au crédit, bref, résolument impliquer tous les Ivoiriens dans la réalisation du bien-être en Côte d'Ivoire, en faisant de l'humain le cœur du projet économique, au lieu de survaloriser le profit comme le font ceux qui font travailler l'argent sans faire travailler les gens. Et enfin, quatrièmement, bâtir une véritable nation ivoirienne au-delà des particularismes communautaires à Caen, Krou, Gour et Mandé, à travers et au-delà de la diversité religieuse, du pluralisme idéologique ou des contrastes régionaux. Et pour cela, éduquer, valoriser, juridiciser et promouvoir une citoyenneté ivoirienne réellement républicaine, à l'abri de toute récupération politicienne en vertu de l'indépendance de la justice et du respect de la charte des droits et devoirs des citoyens et citoyennes de ce pays sans discrimination aucune. Fin de citation.
Alors, je mettrai également le document du 10 mai 2019 du comité politique. À la suite de cette conférence, je le mettrai à la disposition de notre commission pour que ceux qui n'ont pas relu ce document depuis un moment s'en imprègnent. Commentaire de ce premier document. Le comité politique avait posé les bases de notre idéologie en affirmant 4 fondements. D'abord, premier point, nous sommes un mouvement dédié à la fondation de l'état de droit. C'est-à-dire à la fondation d'une Côte d'Ivoire dans laquelle la loi, elle sera la même pour tous et nul ne sera au-dessus de la loi. Un état de droit, c'est une organisation politique de l'État telle qu'aucun individu ne puisse se mettre au-dessus des lois. Donc c'est une organisation politique de l'État qui va garantir la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, l'existence des contre-pouvoirs, le respect des libertés fondamentales des personnes et la protection, bien sûr, des droits et les sanctions contre les violations, contre les infractions. Donc, première idée clé, nous sommes un mouvement investi pour l'état de droit en Côte d'Ivoire. Nous avons une deuxième idée clé qui est au cœur de notre idéologie, c'est le développement intégral et harmonieux, mais un développement endocentré et écologique. Il y a ici 2 mots clés que nous avons introduits grâce donc au CP et dans le jeu et dans la parole politique ivoirienne, c'est le développement endocentré et écologique. Autrement dit, un développement qui soit le fruit de l'action du peuple ivoirien lui-même. Pas un développement qui consiste à donner, mettons, 80% des parts de marché public à des multinationales étrangères, pendant que les entreprises ivoiriennes, quant à elles, ont à peine 15 à 20% de leur marché public. Alors même qu'on a des cadres dans tous les domaines, en Côte d'Ivoire, capables de constituer des multinationales, de constituer des trusts pour réaliser les marchés publics. Donc, un développement endocentré, il faut qu'il émane du peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien qui doit produire son développement. Et écologique, c'est-à-dire respectueux de l'environnement. Car en fait, notre mouvement a tiré très tôt les conséquences de l'échec du productivisme. Cette tendance qui est propre au mouvement politique issu de la guerre froide, que ce soit la gauche ou la droite occidentale, a considéré qu'il faut toujours produire plus pour faire face aux aléas de la vie. L'écologie politique telle que GPS, par anticipation dans le comité politique, l'a investi, l'écologie politique consiste en réalité à considérer la préservation de l'environnement comme un signe effectivement de développement. Le développement, c'est aussi le respect du milieu naturel dans lequel nous vivons. Ce développement intégral qui se fait donc par les Ivoiriens et avec les Ivoiriens se fera par la démocratie participative, mot-clé de cette deuxième partie avec le développement endocentré et écologique. On a un troisième axe fondamental de notre idéologie, c'est une socio-économie pragmatique. Qu'est-ce qu'on entend par pragmatique? Il est question de refuser de choisir entre le capitalisme et le socialisme, comme nous y avons été contraints théoriquement et intellectuellement tout au long du XXe siècle, et de dire que l'Afrique doit bâtir une socio-économie en s'inspirant de ses propres valeurs socio-économiques. Par exemple, notre mouvement a une valeur clé qui est la valeur de solidarité entre toutes les générations. Donc, si nous voulons bâtir une socio-économie qui soit l'expression des valeurs de la civilisation africaine et qui sont les valeurs de génération et peuple solidaire, il nous faut construire l'économie de telle façon que le progrès économique soit au service du bien-être humain et non pas le bien-être humain au service du progrès économique. C'est en ce sens que le comité politique disait que nous devons faire travailler les gens et non pas simplement l'argent. Nous devons placer l'homme au cœur de nos préoccupations afin que la valeur argent ne l'emporte pas sur la valeur humaine. Pour cela, il faut donc réorganiser l'économie de telle façon qu'elle améliore et garantisse le bien-être des personnes. Il nous faut donc réécrire littéralement les concepts économiques pour leur permettre de se plier à la nécessité du bien-être des Ivoiriens. C'est cette socio-économie pragmatique qui, par conséquent, devra emprunter à tout ce qui a marché en Afrique comme ailleurs, sans se laisser enfermer dans les prismes idéologiques que l'Occident a élaborés lors de sa guerre froide
d'origine occidentale. Le quatrième point dans ce document, c'est la construction de la nation ivoirienne. Une nation multiethnique, mais en même temps une nation unie. Une nation riche de sa diversité Akan, Krou, Gour et Mandé. Une nation riche de sa diversité religieuse. Une nation qui respecte le pluralisme idéologique, justement. Une nation qui protège la différence et qui ne sacrifie pas les minorités. Donc, voilà les 4 premiers éléments idéologiques qui ont été produits par notre mouvement. Et quand nous avons à présenter, me semble-t-il, l'idéologie de GPS aux gens, nous devons parler de ces 4 éléments essentiels qui ont permis le lancement du comité politique, l'offre politique originelle. Cette offre était faite à une époque où le président Guillaume Soro disait que le comité politique était l'embryon de la future nation ivoirienne. Cet embryon devait donner naissance donc à un fœtus. Ce fœtus qui est devenu un enfant et cet enfant qui est en train de grandir s'appelle Générations et Peuples Solidaires. Voilà pourquoi le deuxième texte fondamental qui doit nous mettre, en tout cas autour duquel tous nous devons tourner, ce sont les statuts de notre mouvement. Et dans les statuts de notre mouvement, là, il y a 3 articles que je m'en vais rapidement lire et commenter. 3 articles des statuts de notre mouvement qui sont éminemment idéologiques à mon sens. Je vais mettre cela sous mes yeux. Statut de GPS. Statut de GPS. Hop. Excusez-moi, autant que j'affiche mon ouvrage statut. Alors, est-ce que je l'ai mis ici? Ok. Statut. Un instant. Quelques difficultés avec ma machine. Très bien. Bon. Je l'ai plus facilement ici. Je vais dessus. Je vais là. Hop. Voilà. Je suis devant le document de nos statuts et je vais vous lire le titre 2, intitulé « Objets, principes et moyens d'action ». Je trouve que c'est dans ce titre 2 que l'idéologie de notre mouvement est précisée, une fois de plus. Et c'est le deuxième texte vraiment statutaire de l'histoire de notre mouvement. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est le principal. C'est lui qui a force de droit, c'est notre constitution au niveau de Génération et Peuple Solidaire. Il dit ceci, objet, principe et moyen d'action, article 3, objet, le mouvement a pour objet concourir à l'instauration d'un nouvel ordre politique, économique, environnemental et social, NOPES, en Côte d'Ivoire par le renforcement de la participation citoyenne et la consolidation des institutions, des organisations, des associations et de tout autre instrument d'animation de la vie publique dans la pure tradition républicaine. Donc, on a un maître mot, c'est le projet du NOPES, Nouvel Ordre Politique, Économique, Environnemental et Social. Vous reconnaîtrez que ce premier élément de l'objet de notre mouvement résume les 4 points, en fait, du comité politique, du lancement du comité politique. On retrouve là-dedans le point de l'état de droit. On retrouve là-dedans le point de la fondation d'une économie pragmatique et d'une démocratie participative. On retrouve là-dedans l'exigence de rassembler le pays. On retrouve là-dedans vraiment les fondements du pluralisme politique ivoirien, un pluralisme de la tolérance. Deuxième tiret, constituer une force de proposition pour la construction démocratique, la transformation structurelle de l'économie,
la réduction des disparités entre les territoires, le renforcement de la cohésion sociale, le progrès individuel et collectif, l'égalité des chances, l'égalité basée sur le genre, la justice sociale et la solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, nous sommes un mouvement clairement ancré dans la lutte contre les discriminations, la lutte contre les inégalités. Nous sommes un mouvement qui a pour but de relever les plus pauvres, les plus démunis, les plus vulnérables et de les réintégrer pleinement dans la communauté du bien-être partagé. Par ce deuxième point, il est incontestable que nous sommes un mouvement de gauche au sens de la science politique occidentale qui entend par mouvement de gauche un mouvement qui se donne pour vocation de rétablir autant que possible l'égalité là où règne l'injustice, de combattre les discriminations et de ramener l'essentiel de la société à un niveau de vie commun de base qui garantisse le respect de tous et de chacun. Troisième tiret, œuvrer au plan national à la conclusion d'un nouveau pacte social et au plan international au rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier africain et mondial. Donc, ce troisième point est extrêmement important. Notre idéologie sur le plan international, notre vision géopolitique, c'est que la Côte d'Ivoire devienne une force de l'Union africaine, une force de l'unité africaine, une force du rassemblement des Africains. Le rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire passe par la connexion de la lutte du peuple ivoirien avec les autres peuples africains et aussi de veiller à ce que l'image de la Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire, que ce soit donc en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, que ce soit une image qui soit vraiment le reflet des valeurs que nous partageons. Un rayonnement au niveau africain et mondial. Donc, tout aux antipodes d'une Côte d'Ivoire qui serait impliquée, on le voit très bien, dans tout ce qui déstabilise l'Afrique, d'une Côte d'Ivoire qui serait impliquée dans des projets ayant pour but d'empêcher les peuples africains de vivre librement, souverainement et dignement sur leur terre. Enfin, dernier tiret de l'article 3, c'est le 4e alinéa. Fédérer toutes les énergies nationales et celles de la diaspora en une synergie d'action pour préserver les acquis, maintenir la paix sociale et protéger la nation ivoirienne vers un futur désirable. Donc il s'agit ici de mettre un terme total et radical à l'exclusion, sous quelque forme que ce soit, à la marginalisation de la diaspora, aux exils politiques, à tout ce par quoi la nation ivoirienne est encore aujourd'hui divisée. Je passe à l'article 4. L'article 4, qui nous parle de quoi? Il nous parle de nos principes et moyens d'action. En tant que mouvement citoyen, GPS poursuit, nous dit-il, les objectifs visés à l'article 3 en veillant au respect des principes suivants. Nous avons là 5 principes. La vie publique est l'affaire de tous, premier principe. Deuxième principe, la parité homme-femme est un principe directeur qui doit guider l'accès aux responsabilités. Troisième principe, la Côte d'Ivoire est le bien commun que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien doit s'attacher à préserver. Quatrième principe, l'épanouissement du citoyen au sein de la collectivité doit faire l'objet d'une attention soutenue. Et enfin, dernier principe, le développement de la Côte d'Ivoire doit reposer sur une vision et faire l'objet en amont d'une réflexion prospective, inclusive et participative, de manière à créer dans une communauté de destin une synergie d'action la plus large possible. Moi, j'interprète ce 5e principe d'action comme l'exigence que nous sommes en train de remplir actuellement. Il nous est demandé de réfléchir et de proposer une vision. C'est-à-dire que les statuts de notre mouvement nous enjoignent de produire l'idéologie. De produire l'idéologie qui devra être dominante en Côte d'Ivoire et transformer la Côte d'Ivoire dans l'intérêt de la majorité des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Je passe maintenant à l'article 5, et c'est le dernier que je cite, mes chers camarades. C'est celui qui parle des moyens d'action. Pour atteindre les buts exposés à l'article 3 et dans le respect des principes énoncés à l'article 4, le mouvement doit notamment 1. Élaborer un projet d'action publique que les adhérents et les candidats aux élections générales et les élus soutenus ou issus du mouvement s'engagent à promouvoir. Ce premier élément est très important, ce premier moyen d'action est très important. Génération Un Peuple Solidaire agit en ayant concerté le plus largement ses bases. Les idées qui sont validées, le projet de société qui est validé par Génération Un Peuple Solidaire se débat de ses bases à son sommet. Il doit être l'émanation des entrailles du peuple ivoirien rassemblé à son sein. Deuxième moyen d'action, élaborer, mettre en œuvre et promouvoir un programme de formation au leadership au sein du mouvement. Voilà pourquoi,
a été mise en place la commission de formation et la commission des livres. Il s'agit de travailler à préparer le leadership, non seulement au sein du mouvement, mais un leadership à proposer au peuple ivoirien. Donc nous sommes de fait l'école de formation du mouvement. Ensuite, troisième élément, notre idéologie nous enjoint d'élaborer et mettre en œuvre des actions visant à renforcer les liens entre les citoyens et toutes les composantes de la société, c'est-à-dire les associations, les syndicats et les entreprises. Il faut que notre idéologie soit de nature à nous apprendre à agir avec les acteurs sociaux. Nous devons être experts dans la maîtrise du tissu associatif, du tissu syndical et du tissu de l'entreprise. Et c'est un point important de la réflexion de Karl Marx, mais pas seulement Karl Marx, de Karl Mannheim, de Durkheim, de plusieurs sociologues de l'idéologie. Tant qu'on n'a pas trouvé un mécanisme pour que les pensées idéologiques entrent en contact avec les corporations, c'est-à-dire les groupements d'intérêts sociaux, la société ne bouge pas. Et je crois que vous reconnaîtrez que l'un des points faibles de l'action politique en général ces derniers temps en Afrique, c'est que les synergies se sont affaiblies entre les partis politiques, les mouvements politiques et les syndicats. La connexion avec le monde syndical, le monde ouvrier, le monde paysan, s'est fortement affaiblie. De telle façon que les mots d'ordre des partis politiques sont largement déconnectés des réalités du monde ouvrier, du monde paysan, du monde syndical et du monde même de la jeunesse, du monde des travailleurs, ce qui fait que ces mots d'ordre n'ont pas une efficacité maximale. Quand on regarde l'histoire longue de la Côte d'Ivoire, on se souviendra que c'est quand le syndicat agricole africain, animé entre autres par feu le président Félix Houphouët-Boigny, est entré en connexion avec les forces politiques, à l'époque les forces communistes, que la molécule qui allait conduire à la naissance du PDCI-RDA et à la lutte pour l'indépendance relative de la Côte d'Ivoire s'est mise en place. Donc l'une des leçons qu'on tire ici, c'est que notre idéologie nous enjoint à travailler de très près avec toutes les associations, tous les syndicats, toutes les entreprises qui peuvent impacter le terrain, de telle façon à créer des courroies de transmission, de telle façon que nos mots d'ordre cessent d'être des pensées, on va dire intellectuelles ou intellectuelles, qu'elles deviennent des forces, des énergies qui entrent dans la masse et qui la transforment. On a le quatrième tiret. Nous devons exploiter comme moyen d'action, nous devons exploiter tous les moyens de communication, en particulier digitaux, tels que la création de sites, plateformes, applications numériques, comptes de réseaux sociaux, le cas échéant, les mettre au service de ses adhérents et de ses comités en vue d'accroître la participation, la transparence et l'information de tous. Donc nous sommes un mouvement qui idéologiquement est déterminé à être le meilleur communicant numérique, le meilleur communicant de la révolution cybernétique en Côte d'Ivoire et si possible en Afrique. Et pourquoi pas l'envisager dans le monde. Nous voulons être à la tête de la communication politique par les moyens cybernétiques. Tiret suivant, créer, gérer et accompagner une ou plusieurs publications, journaux et revues pour soutenir la diffusion des idées. Moyen suivant, organiser des événements, congrès, conférences, colloques, séminaires, tables rondes, formations et toute autre activité d'information, de discussion et de débat. Ensuite, fédérer, susciter, accompagner et le cas échéant, financer des associations, des incubateurs d'idées, des fondations, ainsi que des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous devons être présents même dans le monde de l'entreprise, en prenant des initiatives innovantes qui vont servir d'inspiration pour nos populations. Ça fait partie de notre idéologie. L'entreprise par l'exemple. Génération et Peuple solidaire veut enseigner comment développer le pays en créant quelques micro-entreprises qui serviront d'incubateurs d'idées et de sources d'inspiration, de modèles pour les citoyens. Promouvoir un mécanisme périodique de dialogue citoyen et d'interaction avec tous les acteurs, groupements formels et informels, qui partagent les mêmes valeurs, idéaux et buts, notamment les partis politiques, organisations représentatives des secteurs d'activité, de défense des droits de l'homme, de solidarité, de consommateurs, d'éducation, de protection et d'environnement. GPS doit être au cœur de la circulation des idées et des forces sociales. Voilà, mes chers camarades, les 3 articles fondamentaux, il me semble, de nos statuts, où est résumée la vision de notre action. Bien sûr, à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, le président Guillaume Soro avait préparé son projet de société. Il ne vous a pas échappé qu'il ne l'a pas publié. Il ne l'a pas publié parce qu'il a été empêché de participer à cette élection. Et nous ne pouvons pas encore intégrer le projet de société du président Guillaume Kibafori Soro, candidat à l'élection présidentielle, dans les documents que nous discutons ici, pour la raison toute simple que
il est nécessaire pour lui de préserver ce projet de société de la prédation de nos concurrents et de le publier avec tout l'effet de surprise et de fraîcheur lorsque les circonstances le permettront conformément au plan. Donc, mes chers amis, mes chers camarades, voici l'exposé de ce que j'appelais tout à l'heure les textes fondateurs, les textes statutaires, et je ne vais pas m'étendre sur les textes herméneutiques, parce que, en fait, les textes herméneutiques relèvent de notre compréhension. Vous, moi, chacun d'entre nous, notre compréhension des textes du comité politique et des textes des statuts, c'est elle qui a généré, eh bien, les livres du professeur Samba Diakité, du professeur Traoré Mamadou, du professeur Mamadou Djibo, qui a écrit Guillaume Soro l'Invincible en 2018, de Laurence Atiladé, qui a écrit Guillaume Soro l'Homme, d'Ibrahima Diallo, qui a écrit Soro, un destin pour la Côte d'Ivoire, de moi qui ai écrit Phénoménal Guillaume Soro, la terrible razzia des Ouattara et le leadership résistant de Guillaume Soro, dérive dictatoriale, et du président Guillaume Soro lui-même, qui, bien avant, d'ailleurs, les textes du comité politique, avait écrit son ouvrage « Pourquoi je suis devenu un rebelle, la Côte d'Ivoire au bord du gouffre ». Donc, je propose qu'on passe tout de suite à la troisième et dernière partie, elle sera beaucoup plus courte de mon exposé, dans laquelle moi je vais, en quelque sorte, synthétiser, donner l'image, la cohérence que je me suis faite dans mon esprit, de tout ce que j'ai appris, en écoutant le président Guillaume Soro, en lisant les textes, fondateurs, en lisant les textes statutaires, et en lisant également, bien sûr, les ouvrages des interprètes, ce que j'appelle les textes herméneutiques. Le mot herméneutique vient du grec herménein, qui veut dire interpréter. Donc, maintenant, je vais vous donner mon interprétation. Jusqu'ici, je pense que j'étais en train de vous donner, de vous rappeler les informations que nous avons au minimum à partager ensemble. Maintenant, je rentre dans mon interprétation de l'idéologie de Génération et Peuple Solidaire. Je dis que toute interprétation de Génération et Peuple Solidaire, de son idéologie, doit commencer par l'analyse de son sigle. Génération. Nous sommes un mouvement qui affirme la nécessaire liaison des générations. C'est-à-dire, c'est un mouvement de jeunes, d'adultes et de personnes âgées. C'est un mouvement qui ne discrimine pas entre les âges de la vie. Donc, nous sommes un mouvement qui veut mettre en mouvement la totalité de la société sans exclusion. Génération au pluriel veut dire en fait toute l'humanité. Car l'humanité n'est que succession de générations. Qui veut parler idéologie doit s'intéresser aux raisons pour lesquelles peuple est écrit au pluriel dans le sigle de notre mouvement. Pourquoi peuple n'est pas écrit au singulier? Mais pour reconnaître que c'est à partir de la diversité que se constitue l'unité. On ne peut pas faire d'union avec le même. On fait de l'union avec la diversité. Alors, générations et peuples solidaires, au sens où on sait très bien que nous sommes tous sur le continent africain, liés par la même histoire longue, que les frontières dont nous avons hérité en raison de la colonisation ne sont pas les vraies frontières, mais que nous avons davantage à regarder la totalité du continent africain comme un bassin civilisationnel, en tout cas notamment l'Afrique noire, comme un bassin civilisationnel relativement continu, avec des différences intérieures, et que notre action doit se déployer en Côte d'Ivoire et au-delà, c'est-à-dire au moins à travers toute l'Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Enfin, la notion de solidarité, elle renvoie à une valeur qu'on retrouve dans toutes les versions de la sagesse africaine. On dit en Afrique noire, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe ou en Afrique au sud, on dit qu'un homme est pleinement homme quand il est solidaire, c'est-à-dire quand il n'abandonne jamais les siens. Être homme, dans la définition de l'Ubuntu, qui est la philosophie de la sagesse sud-africaine, être homme, c'est être utile aux siens. C'est comme ça qu'ils définissent l'homme. La philosophie de l'Ubuntu dit que le nous est la condition de la définition du je. Je suis parce que je nous fais exister. Je suis parce que je suis utile pour nous. Être, c'est servir. Et un être humain qui ne sert pas sa communauté se déshumanise par là. Et un être humain que sa communauté ne sert pas est par là même rejeté de l'humanité. Donc cette notion de solidarité, je pense que partout où nous allons former,
Nous devons nous asseoir et donner des illustrations dans nos langues maternelles. Des illustrations à partir des proverbes, des illustrations à partir des légendes, des illustrations à partir de nos expériences de vie. Nos vies ont été possibles grâce à la solidarité. Moi qui vous parle, je ne serais pas assis à cet instant si l'humanité que j'ai connue depuis mon enfance jusqu'à cet instant ne m'avait pas été solidaire. Et si moi-même je n'en avais pas tiré une leçon d'être, dans toute la mesure de mes forces, solidaire des autres, je ne crois pas que j'aurais accompli la moitié, même pas le quart de mon parcours. Peut-être même que je n'aurais pas longtemps duré sur la terre. Vous savez qu'il eût suffi que nos mamans et nos papas nous abandonnassent pour qu'il ne soit pas question de nous ce soir. Nous sommes issus du geste de la solidarité. Donc pour moi, quand je veux parler idéologie GPS, je commence par le sigle. Je commente le sigle. Ensuite, je dis que la deuxième idée forte du système idéologique de GPS, c'est d'expliquer que le leader de notre mouvement, qui est le cœur à partir duquel ce mouvement a été propulsé, qui est l'homme guide et phare, qui est l'homme, en quelque sorte, trait d'union de toutes les parties de ce mouvement, ce qui l'a conduit à la politique, c'est la lutte contre l'injustice. Nous sommes un mouvement qui n'accepte d'aucune façon de pactiser avec l'injustice, c'est-à-dire avec des inégalités expressément produites par des êtres humains pour faire du mal aux autres. Ça, c'est le deuxième élément de l'idéologie GPS. Nous ne supportons pas l'injustice. Même quand l'injustice est le fait d'un des nôtres, nous la dénonçons. Nous ne la supportons pas. Nous sommes entrés en politique pour réduire l'injustice de l'homme envers l'homme, et notamment en Côte d'Ivoire. Et ici, sur cette question de la lutte contre l'injustice, le livre du président Guillaume Kibafori Soro, « Pourquoi je suis devenu un rebelle, la Côte d'Ivoire au bord du gouffre », comporte encore des paragraphes extrêmement lumineux que nous pouvons utilement employer sans pour autant vouloir par là remuer le couteau dans la plaie de la guerre fratricide ivoiro-ivoirienne, mais pour souligner qu'il y a quelque chose de vrai qui a amené un jour notre leader à se révolter, c'est que, à un moment donné, c'est incontestable, des Ivoiriens se sentaient exclus dans leur propre pays. Peu importe de savoir qui manipulait pour que cela se produise, ce vécu a existé. Et c'est ce vécu qui a déterminé Guillaume Soro, jeune leader syndical, à avoir de la compassion pour l'exclu Alassane Dramane Ouattara, à s'engager à ses côtés dans l'espoir de fonder une société inclusive. Mal l'en a pris, mais cela ne change rien à la noblesse de l'intention sacrificielle. La troisième idée clé de notre système idéologique, il me semble, c'est le principe du courage politique. Quand je veux parler de l'idéologie GPS, je parle du sigle, je parle du choc initial, la lutte contre l'injustice, et je dis que le courage politique est la marque de fabrique des femmes et des hommes qui constituent notre organisation. Au sens où nous avons tous comme caractéristiques psychologiques, comme tempérament commun, eh bien, d'être prêts à endurer toutes sortes d'injustices, à condition que nous nous battions toujours pour la cause qui nous est juste. Donc en fait, nous n'avons pas peur d'être en désaccord avec les plus puissants du moment. Alors le courage politique, c'est la conviction qu'on mène un combat légitime et c'est le fait de s'organiser pour, malgré les difficultés de ce combat, rester fidèle. La quatrième idée clé du système idéologique GPS, c'est la souveraineté populaire. Génération et Peuple solidaire est engagé à rendre au peuple de Côte d'Ivoire le pouvoir. Dans la théorie politique, la question que l'on pose souvent est de savoir qui est le souverain. En dictature, le souverain, c'est le dictateur. En monarchie, le souverain, c'est le monarque. En démocratie, ou plus largement, plus simplement, en république, le souverain, c'est le peuple. Or, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays africains comparables, la souveraineté populaire a été niée. Des hommes avec des milices, des armées aux ordres, une police, une gendarmerie, une magistrature corrompue, ont arraché aux peuples africains leur souveraineté. GPS est un mouvement qui veut rendre la souveraineté au peuple, notamment par la pratique de la démocratie participative. La cinquième idée clé à laquelle je pense aussitôt, c'est cette souveraineté politique pour laquelle Génération et Peuple solidaire se bat. Elle n'est pas possible si on ne l'accompagne pas d'une souveraineté économique. Car ventre affamé, on le sait, n'a point d'oreille. Et un tien vaut mieux pour beaucoup d'êtres humains que deux tu l'auras. Il s'ensuit que GPS veut être une école de libération économique, une école d'apprentissage
de l'entreprise, une école d'apprentissage de l'innovation. GPS veut être le mouvement politique qui aura créé et suggéré le plus grand nombre d'entreprises innovantes et d'entreprises rentables en Côte d'Ivoire, à commencer par les entreprises de l'autosuffisance de base, les entreprises agricoles. La sixième idée qui me vient à l'esprit quand je remets les choses en ordre, c'est que GPS veut créer un système économique dans lequel il y aura une réforme de la notion de valeur. Le capitalisme et le socialisme nous ont imposé de facto la valeur argent. Ils nous ont systématiquement imposé l'idée que l'économie avait pour but l'accumulation des richesses. GPS, en posant la solidarité comme valeur suprême, pose le principe que le travail économique, l'invention technologique doivent avoir pour but le bien-être des populations. C'est comme cela que pensaient nos ancêtres les plus valeureux, depuis l'Égypte antique qui avait élaboré une théorie économique où la décroissance était le principe. L'État fonctionnait à perte, c'est-à-dire que l'État ne cherchait pas à faire du profit. L'État veillait simplement à ce que personne ne soit abandonné au bord de la route. L'État négro-égyptien multimillénaire. Il pratiquait une économie de la décroissance où la valeur de solidarité était supérieure à la valeur de rentabilité. Ce qui n'a pas empêché cet État de produire un développement technologique, un développement scientifique, un développement économique prodigieux grâce au soutien aux micro-entreprises et aux méga-entreprises, et notamment les grands chantiers, les grands travaux pharaoniques. Génération et Peuple solidaire est clairement un parti de la gauche panafricaine républicaine. D'abord, une gauche qui n'est pas une gauche extrême, qui n'est pas une extrême gauche, qui n'est pas non plus, comment est-ce qu'on peut dire, une gauche capitaliste, qui n'est même pas ce qu'on pourrait appeler une gauche libérale. Ce serait, à mon avis, exagéré de le dire. Nous sommes une gauche démocratique et républicaine, une gauche africaine. C'est-à-dire une gauche qui veut que les valeurs de solidarité soient mises en œuvre en contexte africain, dans le respect de l'histoire des civilisations africaines, et non pas dans l'importation systématique des manières de dire, de faire, de penser des gauches des autres pays du monde. Enfin, GPS est un mouvement qui est engagé dans la géopolitique du non-alignement, dans la géopolitique du monde multipolaire. GPS ne veut pas qu'après la toute-puissance de la France sur la Côte d'Ivoire, ce soit le tour de la toute-puissance de la Russie, ou de la toute-puissance de la Chine, ou de la toute-puissance de qui que ce soit. Génération et Peuple solidaire et son leader me semblent avoir pour vision de construire les alliances qui vont permettre au peuple de Côte d'Ivoire de se libérer, au peuple de Côte d'Ivoire de se réaliser. Seules les alliances compatibles avec la souveraineté ivoirienne seront privilégiées, alors que celles qui ne le seront pas, eh bien, ne seront pas privilégiées. C'est ce qu'on appelle le monde multipolaire. Un monde dans lequel les puissances coexistent, négocient, échangent, mais aucune n'impose sa volonté à toutes les autres. Un monde sans hégémonie. C'est ce qui explique peut-être, par exemple, ces derniers temps, que notre mouvement ait publié très clairement un communiqué de soutien au peuple malien après la victoire de Kidal, qui, comme vous le savez sans doute, est une victoire contre des terroristes qui ont été implantés par les organisations impérialistes, et notamment par l'OTAN, à l'occasion de la destruction de la Libye et de l'assassinat de Kadhafi en 2011. Mes chers camarades, voilà, s'il m'était permis en 1 heure de présenter notre mouvement devant n'importe quel public, ce que je dirais pour susciter le débat. Maintenant, il faut se demander, en conclusion, si notre idéologie est si claire que cela. Est-ce que notre idéologie ne souffre pas de contradictions, de contrariétés? Il y a eu à un moment donné un débat lorsque le président Alassane Ouattara, se précipitant sur RFI, avait traité notre leader Guillaume Kibafori Soro de marxiste. Et le président Guillaume Soro avait répondu, quelque temps après, que par le passé, il avait été vice-président du RDR et qu'il voulait savoir si dans le RDR, il y avait des marxistes. Car le RDR s'inscrivait, pendant très longtemps d'ailleurs, dans la tradition libérale. Alors, Guillaume Soro répondit à la presse française qui voulait absolument savoir s'il avait basculé, pour ainsi dire, du côté des communistes chinois, cubains ou consorts. Il répondit « Je suis démocrate ». Alors, en fait, cette notion de démocrate, on peut se demander si avec le temps nous serons même obligés, alors moi je pose ma question en tant que philosophe, si nous serons même obligés de nous référer à la théorie démocratique pour parler des affaires politiques africaines. Pour moi, c'est l'une des limites
pas seulement de notre mouvement, mais de tout le discours politique africain, c'est d'avoir considéré que l'histoire de l'humanité est sur une longue ligne comme ça. Et puis, bon, il y a les peuples africains, asiatiques qui sont loin derrière. Et puis, tout à la pointe devant, il y a ce qu'on appelle les nations démocratiques. Ce n'est pas cela, la bonne représentation géométrique de l'histoire. Car en fait, ces fameuses nations démocratiques, mais ce sont elles qui ont lancé la bombe atomique contre Hiroshima et Nagasaki, sont elles qui ont commis les plus grands crimes de masse. Ce sont ces fameuses nations démocratiques qui ont éliminé 6 millions de juifs. Ce sont ces fameuses nations démocratiques qui sont coupables pendant 600 ans d'avoir commercialisé des hommes et des femmes noirs comme des objets, écrit un code qui décrétait qu'ils étaient des biens meubles. Ce sont eux qui ont organisé les actes barbares d'invasion coloniale, qui ont massacré nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, par centaines de milliers, par millions. Ce sont eux qui ont déporté les héros de Namibie, massacré les abbés de Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes. Donc, il nous faut, et ça c'est la critique que je fais, et à notre idéologie, et à toutes les formulations idéologiques encore en vogue sur le continent africain, nous, Africains du XXIe siècle, cela me semble, nous devrons procéder à une critique du préjugé démocratique. Il y a une espèce de préjugé démocratique qui a contribué à notre formation scolaire, à notre formation intellectuelle, à notre formation universitaire. Moi-même, comme professeur de philosophie, j'ai dû donner des cours de philosophie politique où, globalement, le cours va de la critique des autocraties, de la critique des régimes de l'Antiquité, de la critique des régimes, pour ainsi dire, du reste du monde, à la valorisation de l'état de droit démocratique occidental, un peu dans la logique de ce que Hegel a fait ou que Francis Fukuyama, dans son fameux livre « La fin de l'histoire et le dernier homme », ont voulu faire. Aujourd'hui, rétrospectivement, j'ai fait mon autocritique et je ne crois pas que nous soyons obligés de nous référer, nous, Africains, au corpus démocratique pour réaliser notre état de droit. Nous avons des concepts, par exemple, comme le concept de Mahat, comme le concept d'Ubuntu, comme le concept de Kurukan-Fuga. Nous avons pas mal de concepts politiques très anciens, très profonds, très riches, à partir desquels nous pouvons réécrire notre terminologie politique. Au lieu de courir derrière la démocratie, qui est l'idéal bien esthétisé de l'histoire politique occidentale, il serait temps que nous, intellectuels africains, produisions l'armature conceptuelle, symbolique, d'une réappropriation totale de l'état de droit africain par la civilisation négro-africaine. Alors, ça, c'est mon point autocritique. Et ça pourra nourrir, s'il le faut, le débat auquel je vous convie maintenant. Ça fait exactement 1 heure et 2 minutes que j'exposais, chers camarades. Je vous remercie de votre attention. Et c'est tout ce que je pouvais dire pour ouvrir le débat ce soir. Maintenant, nous avons 30 minutes devant nous, si vous le voulez bien, pendant lesquelles vous êtes invités à intervenir, soit pour donner un développement, un apport, soit pour me poser une question. À vous la parole, chers camarades. Et merci, je reçois avec beaucoup de plaisir vos applaudissements. Merci infiniment. Merci, merci. Donc, je donne la parole au poète Abidama, comme je l'appelle affectueusement. Cher camarade Abidama, vous avez la parole. Oui, merci professeur. Félicitations pour le brillant exposé. Merci, merci. Maintenant, moi, je voudrais intervenir sur... Allez-y, on vous entend bien. La nature même de l'association. Oui, oui. La nature même de notre association. Très bien. J'ai suivi un peu, j'ai parcouru les textes et puis j'ai suivi un peu les discours du patron, du président du parti. Il a souvent été question de mouvement citoyen. Il n'a jamais présenté GPS comme un parti politique, mais plutôt un mouvement citoyen. Et j'ai cru comprendre que le mouvement citoyen, GPS, se mettait au-dessus des idéologies. Je l'ai suivi au début, il a même dit que GPS est ouverte à tous les courants de pensée, à tous les courants idéologiques, et même à tous les militants des partis politiques. Qu'on pouvait être PDCI et être membre de GPS, qu'on pouvait être FPI et être membre de GPS, etc. Est-ce que cela
ne signifie pas que GPS refuse de demeurer dans les cloisons des idéologies. C'est là ma première préoccupation. Merci beaucoup. Ma seconde préoccupation, c'est sur, je ne sais pas s'il faut appeler des vives ou bien le slogan du mouvement. Peuples unis, peuple fort. Ceux qui ont bien remarqué verront que peuples unis est au pluriel et peuple fort au singulier. Il y a une subtilité là que peut-être qui ne doit pas nous échapper. Ouais. Et comme on est dans une séance d'harmonisation des points de vue, il faudra bien qu'on en discute. Tout à fait. Voilà un peu mes deux préoccupations. Merci bien. Merci beaucoup. Ben, je réponds tout de suite aux préoccupations du camarade avant de prendre l'observation suivante. Merci beaucoup, camarade Abidama, pour ces questions lumineuses.